En préambule, je voudrais par avance solliciter votre bienveillance et euh, euh, oui, votre bienveillance parce que voilà, aucun de nous ne sommes spécialistes du Tibet, tibétologues. Arsène, lui, euh, et cynisant, et donc c'est pour ça qu'aussi on l'a invité parce qu'il nous a beaucoup aidé sur d'autres aspects, enfin, sur des aspects de découverte de ce fonds et d'approfondissement d'une collection extrêmement orientale. Et voilà, donc on, euh, on n'a pas de connaissances sur le type, enfin, sur les collections tibétaines. Et ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est notre travail de conservateur en fait de ce fonds, comment on travaille et comment on travaille en collaboration avec les personnes qui sont des spécialistes comme vous l'êtes. Voilà. Donc, par exemple, sur les orthographes des noms de lieux et de personnes, et surtout sur la prononciation, je vous demanderai votre indulgence. Voilà. Alors, le don Schilling-Fonkenstadt, comme l'a dit Rachel Guidoni, est arrivé à l'Institut de France en 1835. On en a une trace dans le procès-verbal de la séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres du 30 décembre, donc c'était tout à la fin de l'année. Et ce don a été annoncé à la Société asiatique par le bibliothécaire de l'Institut de l'époque, qui s'appelait Landrès, et il a annoncé ça très vite, le 15 janvier 1936. Dans le PV de la séance, il est indiqué que voilà, le don est accompagné d'un inventaire sommaire et d'une lettre de Schilling-Fonkenstadt qui demande à la commission administrative centrale de l'Institut de bien vouloir faire part de son don. Et il précise aussi qu'il espère pouvoir enrichir le don par la suite grâce aux contacts qu'il a gardés sur place. Finalement, ça n'aura pas lieu parce que Schilling-Fonkenstadt est mort prématurément à 51 ans en 1837. Donc, il n'a pas fait de nouveaux voyages et il n'a pas enrichi le fonds. Mais il a donné donc un ensemble de livres tibétains, de livres mongols et de livres polyglottes qui sont contenus dans ces deux ensembles. Donc, la collection de livres tibétains est la plus importante des deux, avec 79 références, 79 cotes, qui correspondent pas à 79 œuvres, mais parce que certaines œuvres sont réparties sur plusieurs volumes, plusieurs cotes, et d'autres, au contraire, certaines cotes, au contraire, regroupent plusieurs éléments. Et donc, accompagnant cette collection de livres tibétains de 79 cotes et de livres mongols de 34 cotes, on a deux inventaires manuscrits. Alors, un inventaire en français et un inventaire en tibétain et en mongol. Grâce au travail qu'on a commencé à mener l'année dernière avec Rachel Guidoni et Lirou, on a compris que contrairement à ce qu'on pensait, le catalogue en français a été rédigé par Schilling-Fonkenstadt lui-même. Ça, on le sait parce que, bon, d'abord, il connaissait le français et que dans ce catalogue, vous en reparlera plus tard, il y a des mentions en tibétain et il y a aussi des mentions des lieux où ont pu être collectés certains ouvrages et en plus, à un certain moment, il parle à la première personne. Donc, on sait que c'est lui qui a fait ce catalogue. Et l'autre catalogue, c'est un catalogue en tibétain et en mongol qui a été rédigé directement pendant son voyage par un lama mongol qui l'a accompagné durant tout son voyage et sous sa direction. Donc, on va d'abord vous parler un petit peu de ce personnage assez foisonnant, assez intéressant. Donc, qui est né en 1786 d'une très ancienne famille d'origine balte. Il est né à Reval, donc l'actuel Tallinn, le 4 ou 16 avril 1786. Il y a une incertitude liée au calendrier, probablement.
et donc d'une famille très illustre, de militaires, de grands propriétaires terriens, etc. Son père était militaire et il est mort très jeune quand Paul Ludwig Schilling von Cannstatt n'avait que 7 ans, et que 9 ans, pardon. Et déjà, avant la mort de son père, il était entré dans, on va dire, les premières classes de l'armée comme enseigne. Et quand son père est mort, donc il était déjà dans l'armée quelque part. Ensuite, sa mère s'est remariée et son beau-père était, lui, diplomate et il a été en poste à Munich. Et c'est probablement, enfin, c'est pour ça que le baron von Cannstatt a été, dès 1802, donc il avait que 16 ans, employé comme interprète à la légation russe de Munich. Et il y est resté jusqu'en 1812, où elle a fermé à cause de conflits, des guerres napoléoniennes. Et pendant toute cette période, il a fait son travail de traducteur, mais il s'est énormément intéressé aux sciences et aux techniques. C'est quelqu'un qui avait une âme d'ingénieur. Et donc, il s'est intéressé aux questions de... Enfin, bon, je vous en reparlerai juste après. Ensuite, quand la légation a fermé en 1812, il est rentré en Russie. Parce que j'ai oublié de dire que son père s'était réinstallé en Russie depuis les pays baltes. Donc, il est rentré en Russie et en 1813, il a combattu les armées de Napoléon en France même et il s'est illustré voilà, par sa bravoure comme soldat. Mais en fait, ce n'était pas l'armée qui l'intéressait, c'était la diplomatie d'une part et les sciences et les techniques d'autre part. Pendant toute cette période, il a été remarqué pour ses travaux et ses intérêts et ses expériences sur les explosifs, sur l'isolation des câbles. Alors, je mets ça en lien parce qu'en fait, il était capable de faire exploser des explosifs à distance au travers des rivières, etc. Donc, il était très apprécié pour ça. Il s'est beaucoup intéressé à la télégraphie et à la lithographie. Il a été en lien avec Sennenfelder et il a vraiment eu un intérêt pour ça. Et ça, c'est important pour la suite. Il est devenu membre honoraire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg en 1819. Et on verra plus tard que donc il est connu et célébré en Russie comme étant l'inventeur du télégraphe électromagnétique. Ça, c'est des travaux qu'il avait commencé pendant qu'il était à Munich, qu'ensuite il a un peu laissé de côté et qu'il a finalisé à son retour de voyage dont on va parler dans la région bourriate. Voilà, donc vous voyez sur cette illustration une petite plaquette qui a été éditée pour fêter le centenaire de sa naissance et le célébrer comme inventeur du télégraphe. Donc d'abord, ce qui nous intéresse chez lui, c'est qu'il était diplomate, qu'il était un orientaliste distingué et qu'il est devenu aussi éditeur et collectionneur de documents, de livres tibétains, mongols, chinois, mandchous, etc. À partir de 1814, il a été cadre, donc il a fait savoir que, bien qu'il ait été très brave à la guerre en 1813, il préférait la diplomatie. Et donc, il est devenu cadre au département asiatique du ministère russe des Affaires étrangères. Il a mené beaucoup de missions à l'étranger comme en Russie. Et il a commencé à s'intéresser aux cultures extrême-orientales, aux langues extrême-orientales, et en particulier le tibétain et le mongol. Et il a appris le chinois et le tibétain, ce qui était très compliqué à l'époque. C'était encore des enseignements balbutiants. Rachel nous a appris depuis qu'en France, en tout cas, on ne l'avait pas enseigné le tibétain avant 1842. Donc lui, il était un des très rares, même en Russie, à maîtriser cette langue. Et ça lui a été très profitable pour sa collection. Il s'est mis à collectionner aussi les gravures sur bois, des manuscrits, des xylographes orientaux. Et comme je vous l'ai dit, il s'est vraiment penché de très près sur la technique de la lithographie et il a implanté cette technique dans les ministères russes des Affaires étrangères comme outil de diffusion enfin, de la littérature grise. Et ensuite, il est devenu
le responsable de l'édition de textes législatifs russes par les techniques de la lithographie. Ensuite, il ne s'est pas arrêté là, et il a aussi développé plus tard, par la technique lithographique et aussi par la typographie, à laquelle il s'est beaucoup intéressé, l'édition en langue orientale et notamment en tibétain. Donc, il a fait graver des caractères de typographie et il a implanté les premières presses lithographiques et typographiques pour les langues orientales à Saint-Pétersbourg. Et il a aussi fait ça à Leipzig, puisque c'est en Allemagne qu'il s'est formé à ces techniques-là. Il a été membre associé de la Société asiatique dès 1823, et d'ailleurs, il a prêté dès 1824 les matrices de ses caractères en mandchou et en mongol à la Société asiatique, qui projetait à l'époque d'éditer un dictionnaire mandchou-mongol de Klaproth. Donc, il a prêté des matrices de caractères pour faire ça. Comme il est devenu collectionneur, il a commencé à monter une collection de livres orientaux assez importante, très importante même. Bon, il avait lu toute la littérature de ses précurseurs dans les langues qui l'intéressaient, et leurs expéditions, leurs approches pour essayer de se procurer des livres, notamment tibétains. Il avait des relations avec certains d'entre eux, comme Klaproth, par exemple, avec qui il a non seulement correspondu, mais même s'est entretenu plusieurs fois directement. Et qui d'ailleurs lui a fait part de toutes les difficultés qu'il devait s'attendre à rencontrer s'il souhaitait se procurer des livres des livres en tibétain. Mais il a réuni une première collection, tout en étant en Russie et en continuant ses activités professionnelles. Il a réuni une première collection en chinois, et en mandchou et en tibétain, qui était évaluée à 352 œuvres et 1813 fascicules. Et avant de partir pour le voyage dont on va finalement vous parler, qui est la source de la collection de l'Institut, avant de partir, il a vendu sa première collection au ministère russe de l'instruction publique. Donc, c'est dire l'importance de cette collection et l'intérêt que le ministère a manifesté d'emblée pour cette collection. Lui a été quand même payé 15 000 roubles et on lui a donné en plus une pension. Et ça, c'est une somme d'argent et une pension qui l'ont beaucoup aidé dans son voyage et pour réunir une nouvelle collection. Parce que vous allez voir qu'il a mis beaucoup de moyens pour réunir la collection dont on va parler. Donc voilà la source de cette collection. C'est une mission qu'on lui a confiée quand le ministère des Affaires étrangères a donc décelé chez lui toutes ses appétences pour les langues extrême-orientales et aussi pour le livre, les écrits. Donc, lui a confié une mission dans la région de Bouriatie, une mission qui lui a pris 18 mois, entre mai 1830 et mars 1832. Et le but de la mission, c'était de préparer une sorte de charte, d'encadrement réglementaire pour les lamas de cette région de Bouriatie. Il a écrit un texte, mais ce texte n'est pas, qui était assez, je pense que son empathie et son intérêt pour les cultures y était pour quelque chose. C'est un texte qui était assez libéral, qui donnait pas mal de liberté, mais c'est un texte qui n'est pas entré en vigueur. Mais enfin, en tout cas, c'était le but de la mission. Mais évidemment, il était ravi de pouvoir aller exercer cette mission, et il a d'emblée indiqué, alors tout ce que je vous dis là, je ne le dis pas à sa place, mais c'est lui qui le dit, dans la relation qu'il a faite de son voyage, c'est la base en fait de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la relation de son voyage qu'il a donnée en préambule, en introduction
de l'index du Kanjour qu'il a édité, enfin, qui a été édité après sa mort, en 1848 seulement. Mais donc, ce texte où il raconte son voyage et comment il s'est procuré les livres, c'est la base de ce que je vais vous dire, et c'est là où il raconte qu'il avait bien l'intention de profiter de ce voyage pour se procurer des livres, pour en apprendre le plus possible sur cette culture, sur cette langue, etc. Sachant qu'il maîtrisait déjà le tibétain. Donc, il avait les mises en garde de ses prédécesseurs, notamment Klaproth, mais il avait rencontré un jeune lama mongol qui avait été, on avait fait venir à Saint-Pétersbourg, un mongol du peuple tsongol, avec qui il avait échangé et qui lui avait donné des informations sur la quantité des livres qui pouvaient se trouver dans cette région, et qui lui avait laissé espérer qu'en tout cas, lui, il réussirait à se procurer des livres plus facilement. Et il a fait ce voyage aussi accompagné notamment par le sinologue Bichurin. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, ce personnage qui l'a accompagné dans son voyage, ainsi que le jeune mongol en question, qui lui a servi d'interprète pour le mongol. Bichurin a été plus tard l'auteur du catalogue des ouvrages qu'il a légués à la bibliothèque du musée asiatique de Saint-Pétersbourg, ou de l'Académie des sciences. Donc, son objectif à lui, c'était d'accéder au texte. Alors, il est arrivé dans la région Bouriate et il a installé son camp de base au monastère de Kyakhta. Et ensuite, il a mené sa mission. Mais comme sa mission, ça consistait à aller voir les lamas pour établir cette fameuse charte, évidemment, c'était l'occasion rêvée de visiter les principaux temples bouriates pour essayer d'approcher au moins les livres. Donc, il s'est installé dans ce camp de base, et puis donc, de là, il a rayonné dans beaucoup de temples, de monastères, et il a reçu là des délégations de monastères qui ensuite voulaient le rencontrer. C'est là qu'il a aussi réuni un atelier de copie pour reproduire des ouvrages. Donc, sa première visite, d'après lui, c'est lui qui le raconte, a été pour le temple de Chicoy. Alors, il dit, lui, que c'était, au moment où il y est allé, ça n'était plus que le deuxième principal temple de Buryati, après avoir été le premier. C'est lui qui le dit. Il savait que ce temple possédait un kanjour, des livres d'astronomie, de mathématiques, de médecine, de lexicographie, de grammaire. Et finalement, quand on regarde cette liste, on se dit que c'est exactement suivant cette espèce de plan qu'il a composé la collection de l'Institut, c'est-à-dire qu'il a essayé de se procurer des livres de toutes ces catégories d'ouvrages, considérant que ça formait un corpus assez complet et assez représentatif. Alors, sa stratégie, ça a été de se montrer d'abord très prudent, très déférent, très modeste, de ne pas demander tout de suite à voir les livres, voilà. Et puis, quand il a demandé à en voir, de demander à voir plutôt des livres profanes, ou en tout cas pas des livres sacrés tout de suite, etc. Et finalement, à force de persuasion, etc., il a pu se faire montrer quelques ouvrages. Et là, les lamas ont été très surpris de voir qu'ils pouvaient les lire. Qu'il faisait attention à ne pas mettre ses doigts sur les textes, etc. Donc là, ils ont été assez épatés et du coup mis en confiance, et lui ont montré de plus en plus d'ouvrages. Il était assisté de traducteurs mongols, notamment le jeune lama dont j'ai parlé. Et aussi, alors en plus de toutes les précautions qu'il avait prises, il a pu accéder à des textes, et il a fait des cadeaux au monastère. Notamment, à ce moment-là, de sa visite à Chicoy, il y avait une mission ecclésiastique russe en Chine qui était prévue, et il leur a dit qu'il allait en profiter pour se faire rapporter des livres de Chine, des livres en tibétain. Et là, forcément, les lamas ont été intéressés et lui ont demandé s'il pouvait en profiter pour s'en faire rapporter également. Lui, il a sauté sur l'occasion en se faisant donner une liste.
Et comme ça, il a élargi sa connaissance bibliographique des textes. Donc, sur le moment, on lui a fait une liste rapidement sur place. Et finalement, il a insisté un peu en disant, mais est-ce que vous pourriez me faire une liste de tous les livres en fait, que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas? Et là, quelqu'un est venu carrément à Kiakta pour lui établir une liste. Voilà. Donc, il a aussi obtenu une traduction en mongol de certains textes qu'il avait pu voir. Il a trouvé dans ce temple de Chikoy une page, alors j'ai oublié son nom, une page qui avait été trouvée par Xoma de Queros et qu'il avait rapportée et interprétée plus ou moins bien. Je ne vais pas trouver comment ça s'appelait. En tout cas, voilà, il a retrouvé dans ce temple, il est tombé. Ah oui, parce que à la fin, finalement, on lui a montré le compte-jour en question, le compte-jour que possédait le temple. Et là, parmi les milliers de pages, il est tombé sur une page qu'il avait beaucoup étudiée parce qu'elle avait été, c'est la seule page qui avait pu être ramenée en Occident par Coros, là. Et donc, il l'a reconnu tout de suite, etc. Donc, voilà, tout ça, ça a augmenté son prestige auprès des lamas. Et de cette première étape à Chikoy, il a recueilli un premier don d'un petit dictionnaire tibétain kalmouk et d'un ouvrage dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, mais que vous pouvez lire là. Mais des ouvrages plutôt de lexicographie, c'est par là qu'il avait commencé. Ensuite, il avait, évidemment, lui, ce qu'il voulait, c'était avoir accès aux textes sacrés. Il s'est dit qu'il aurait plus de chance auprès d'un propriétaire séculier que d'un temple. Et il s'est fait, il a eu un contact avec un prince Tsongol qui lui a fait don, d'un exemplaire du Yum en 100 000 stances. Donc lui, il était vraiment extrêmement heureux de ce don parce que c'était la première fois qu'un occidental était en possession de ce livre. Donc, il l'a vraiment énormément remercié et il l'a fait envelopper chacun des 16 volumes dans un tissu de soie brute. Et ça correspond à la description de ce que nous, on avait dans notre fond, que vous voyez sur l'image ici, peut-être pas très bien, mais c'est plein, ça a pris la poussière au fil du temps, mais c'était une couleur, safran. Et donc, nous, on a un exemplaire du Yum en 100 000 stances, en 16 volumes, enveloppé dans ces volumes de soie. Donc, on peut imaginer que c'est de celui-là dont il s'agit. Voilà. Et le fait que, alors là, sa réputation a commencé à s'étendre en Buryati parce qu'il avait pris soin de ses ouvrages, qu'il les avait fait envelopper, etc. Ensuite, il est allé au temple, alors c'est pareil, je sais, lui, il dit Guzino Ozero. Je ne sais pas comment ça se prononce maintenant. J'ai plutôt trouvé cette orthographe-là. Donc, pardon d'avance si je le prononce mal. Et là, c'est un temple important puisque c'est le Pandit Kambo Lama, donc le premier, enfin, en gros, le premier de la hiérarchie ecclésiastique, qui l'a invité et qui lui a donné différents ouvrages, notamment le Béryl blanc, un ouvrage d'astronomie et de divination, et puis des traités de médecine. Et puis en plus, il a eu de la chance, je dirais, parce que il y avait eu une prophétie peu de temps avant qui disait qu'un étranger allait venir, etc., etc. Et en fait, on l'a pris pour une incarnation. Et il a bénéficié, on va dire, de la complicité de certaines personnes qui n'ont rien fait pour démentir tout ça. Et du coup, les dons ont commencé à affluer, en fait. Tout le monde voulait venir le voir et tout le monde lui a apporté des livres. Donc, ça a commencé à très bien fonctionner. Il a commencé à réunir une collection importante. Il est allé aussi à Souboulin, sur l'Onon. Donc, c'était un monastère, là, ça l'a surpris, c'était un monastère en construction, mais qui avait une collection plus importante que toutes celles qu'il avait vues jusqu'à présent. Et en fait, il a compris que c'est parce qu'ils étaient proches de la frontière chinoise
et que les lamas mongols qui se trouvaient de l'autre côté de la frontière sous domination chinoise avaient accès aux ouvrages qui étaient importés directement du Tibet par les Chinois. Et donc, ils les faisaient passer la frontière. Et donc, il a obtenu comme ça... ah oui, alors comme ça, je vais vous dire comment. Ça, c'est intéressant. Donc, ce temple voulait réaliser un moulin à prière de 100 millions de fois la formule Om Mani Padme Hum. Et ils avaient l'intention pour ça de le faire en xylographie, comme d'habitude, avec des planches de 250 exemplaires de la formule par planche. Donc, pour faire 100 millions, ça aurait été très, très, très long, etc. Et lui, il leur a proposé de le faire en typographie. Et donc, il l'a fait faire à Saint-Pétersbourg sur des planches, des planches typographiques qui réunissaient à chaque fois 2500 fois la formule. Et donc, il a fait livrer les 100 millions de formules à l'encre rouge en plus, il l'a fait. Et alors là, c'était formidable. Donc là, il a reçu en échange un exemplaire du Kongu. Alors, il dit aussi que peut-être qu'on le lui a donné parce qu'on savait qu'on allait pouvoir s'en procurer un autre exemplaire facilement par les passeurs de la frontière chinoise. Voilà. Et au monastère de Souboulin, donc un Tengyur, et il a demandé à ce qu'on lui établisse là un index. Je le dis parce que finalement, l'index ne lui a pas convenu et il l'a fait refaire après. Mais, voilà. Et donc là, il raconte dans son texte, je suis désolée, j'espère que je ne vais pas être trop long, parce que c'est... Donc, il raconte en fait dans son texte les éditions dont il avait connaissance du Kangur et du Tengur, mais surtout du Kangur. Il dit qu'il n'y en avait que 4 exemplaires dans la région où il se trouvait, qui correspondaient à 3 éditions différentes. Une édition de Kone, lui il dit Choni, Chone, voilà, qu'il a vu à Chicoy. Une édition du temple de Kumbum avec 2 exemplaires, un qu'il a vu au temple de Bultumur et un qu'il a vu sur l'Ona, et une édition de Nartang, qui est l'édition qu'on lui a donnée à Souboulin, puisqu'il y avait un accès aux livres qui venaient directement du Tibet. Et il a dénombré 11 exemplaires manuscrits. Et comme il y avait plusieurs versions et qu'il avait du mal à s'y retrouver, il voulait savoir, et les lamas n'étaient pas capables de lui répondre à chaque fois quand il montrait une œuvre, est-ce que ça faisait partie du Kangyur ou ça n'en faisait pas partie, et enfin, c'était pas clair. Donc, il a fait établir des index des différentes versions. Et ensuite, il a fait terminer ce travail à Saint-Pétersbourg. Je vais essayer d'aller peut-être plus vite. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il y avait des textes qui ne pourraient pas se faire donner, ni même acheter, parce que soit ils étaient trop volumineux, soit ils n'existaient qu'en un seul exemplaire. Donc, il a décidé de les faire copier. C'est pour ça qu'il a fait installer un atelier de copistes à Kiakta. Alors là, j'avoue que c'est pareil, ce sont des choses qui sont un peu compliquées à comprendre parce qu'il parle d'un bureau de copistes. Il dit qu'il a réuni jusqu'à 20 calligraphes à la fois dans son bureau. Enfin, il dit bureau sous des tentes. Il a fait installer des tentes. Il a dit qu'il les avait très bien nourris, etc. Ils ont travaillé beaucoup. Il explique même comment ils font. Donc, ils se mettent face à face avec la planche, ils l'enduisent d'encre, etc. Bon. Mais sauf que ce qu'il décrit, c'est de la xylographie. Donc, il parle de calligraphe et il décrit la technique xylographique. Donc, dans cet atelier de copie, moi, j'en déduis qu'il y a eu à la fois de la xylographie et de la copie manuscrite. Mais ça, c'est encore un peu mystérieux. C'est lui qui a fourni le papier, des papiers que Bacot, plus tard, a qualifiés de très bonne qualité et dont il pense qu'ils venaient d'Occident ou de Chine. Et il en a profité pour avoir des échanges nourris avec ses copistes et ses lamas et essayer comment dire, de se faire transmettre des connaissances sur les rituels, y compris les rituels sacrés qui n'étaient pas accessibles aux moines des premiers degrés. Donc, il a énormément augmenté ses connaissances des textes et des rituels.
Voilà. Et donc, il est revenu à Saint-Pétersbourg avec une collection finalement de 2000 ouvrages en tibétain et en mongol, probablement plus de livres qu'il a fait copier que de livres qu'on lui a donnés, mais ça finalement, on n'en sait rien. Et ces ouvrages, il y en a une petite partie qui a été donnée à l'Institut de France, donc ce que je vous ai décrit, et la plus grosse partie a été donnée par ses héritiers à la bibliothèque de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, qu'on appelle aussi musée asiatique apparemment. Voilà, parce que j'ai trouvé sous les deux formes, je pense que c'est la même collection. Et donc, dans la collection que nous conservons à l'Institut, il y a 13 volumes manuscrits, dont 12 qui sont en lettres dorées ou argentées sur fond noir ou bleu, et un volume qui est en encre noire sur fond blanc. Il y a 66 xylographes de différentes époques. Il y a 6 ouvrages là-dedans qui sont bilingues ou polyglottes. Et aussi, il a donné à l'Institut 2 ouvrages qu'il avait fait imprimer à Leipzig avec les caractères qu'il avait fait graver. Là, ce que vous voyez, c'est des alphabets comparés d'écriture Lansa, tibétaine et mongole qui sont dans la collection. Donc après, j'ai essayé d'écrire un peu certains des ouvrages dont on devine qu'ils sont parmi les plus importants, mais c'est là aussi on a besoin d'aide. Donc la fameuse Prajnaparamita, qui est en 16 volumes, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des ais de bois, des enluminures, etc. Un manuscrit en 5 langues, qui est voilà, quelque chose peut-être d'assez intéressant et rare, et des exercices religieux pratiqués au monastère. Là, je m'appuie pour dire que ces documents sont ont peut-être un intérêt particulier sur les échanges qu'on a eus avec Rachel Guidoni, avec Elie Roux, et voilà. Donc là, on a un manuscrit, les 100 000 paroles précieuses ou Mani Kaboum. On a les 4 tantras médicaux. Là, c'est un document qui est très abîmé, qui a fait l'objet d'une sorte de restauration dont on ne connaît pas du tout la date et qui est un peu voilà, compliqué. Des textes rituels, un exemplaire de Prajnaparamita en 8000 stances cette fois-ci, aussi en manuscrit avec des ais de bois et du brocart. Un dictionnaire mongol tibétain, l'Océan des termes, le Béryl blanc, ouvrage d'astronomie. Alors celui-là, c'est un des rares qui ait une mention de date. Il est daté par, je ne sais plus si c'est par Schilling ou par Bacot du XVIIe siècle. Le Sutra de la perfection de la sagesse, coupeur de diamant, et un traité de grammaire tibétaine. Ça, c'est le traité qui nous a permis de rencontrer Rachel, parce que c'était ça qu'elle était venue voir. Voilà, et c'est là-dessus qu'elle nous avait alertés. Et sur les éléments matériels de la collection, ben, vous dire que, en fait, d'après Bacot, il n'y a qu'un seul exemplaire qui est imprimé sur du papier tibétain, que la collection était restée conditionnée telle qu'elle est arrivée. Elle a quasiment, vous voyez, là en bas, il y avait pratiquement beaucoup de documents qui n'avaient même pas été ouverts, en fait. Donc, on les a découverts comme ça. Et donc, les éléments de datation sont rares et les mentions de provenance sont rares aussi. Donc, les questions qui nous restent en suspens, c'est les choses dont... Alors, on sait que ce qui est dans l'inventaire de Schilling-Falkenstadt est chez nous, puisque cet inventaire a été fait pour cette collection. Mais en revanche, tout ce dont il parle dans son récit et dont je vous ai parlé aussi, bah, on ne sait pas si l'exemplaire que nous avons, même si le titre correspond, on ne sait pas si c'est l'exemplaire dont il parle dans son récit ou si c'est un double d'un autre exemplaire qui serait à Saint-Pétersbourg, par exemple. Donc ça, c'est encore des tas de questions qu'on se pose. Et puis, il y a quelques incohérences entre son catalogue et celui de Bacot. Il y a un endroit où Bacot a fait une inversion de cote.
Il y a un endroit où Schilling parle d'un ouvrage manuscrit, alors qu'en réalité, c'est un... Là, vous voyez les deux images, c'est un xylographe. Voilà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Johan, parce que c'est lui qui a fait le travail de catalogage. Donc, il va vous expliquer comment il a travaillé. Mais sauf qu'on ne va pas vous voir, parce que la caméra est là. Ah si? Ah ben, je me pousse. La lumière, à moins que vous ayez des diapos. Il y a les diapos aussi. C'est illustré. Et donc, je vous dis ça. Pour vous donner un peu quelques éléments de contexte à ma participation, qui, je dois le dire, vraiment sans modestie, était très en retrait par rapport au travail de Rachel et d'Élie, et puis j'ai une connaissance moins bonne également que celle de Sabrina aujourd'hui. Donc ces éléments de contexte, en fait, il me paraît peut-être important de rappeler que l'Institut de France, qui a été créé en 1795 sur les vestiges des académies royales, avait pour objectif de mettre, on peut dire, à la disposition de la nation une sorte de parlement des savants où toutes les disciplines du savoir seraient amenées à parler, à dialoguer et à s'enrichir mutuellement. Or, vous pouvez imaginer sans difficulté qu'il n'y a pas de savants sans une bonne bibliothèque pour les aider, pour les accompagner dans leur recherche. Et de fait, dès 1796, la bibliothèque de l'Institut a été créée. Et dès l'origine, elle s'est efforcée de constituer des collections qui seraient une forme d'abrégé du monde savant. Alors, c'est aujourd'hui un défi qu'on a de plus en plus de mal à relever, évidemment, avec la diversité extrême des matières. Mais voilà, il faut se replacer dans l'optique des Lumières. Et l'Institut et sa bibliothèque sont clairement un enfant des Lumières. Cette volonté, cet ADN de la bibliothèque de l'Institut, bien, elle est encore très sensible aujourd'hui et elle explique l'extrême diversité de nos collections, de nos fonds, qui vont des manuscrits, des papyrus carbonisés d'Herculanum, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, beaucoup parlé dans la presse, aux manuscrits du mathématicien Alphen, en passant par des manuscrits littéraires, des collections que Sabrina connaît très bien, des collections Verbier également. Et ce qui fait cette richesse, donc les chercheurs font leur miel, eh bien, ça peut faire le cauchemar, en tout cas de grandes angoisses du chargé de collection et de la personne qui est tenue d'inventorier ces collections, puisque voilà, c'est impossible probablement d'attendre d'un bibliothécaire, d'un catalogueur qui soit à la fois à l'aise face à une collection de manuscrits tibétains, des papyrus en démotique, les manuscrits de Bertrand Port-Delpech, etc. C'est un défi qu'on ne peut pas décemment relever. En revanche, ce que l'on sait faire avec toute la meilleure volonté du monde et beaucoup de bienveillance également, c'est de se montrer opportuniste. Et lorsqu'on a la chance, dans notre bibliothèque, qui est largement ouverte justement à ces chercheurs, de croiser l'itinéraire d'un chercheur, comme on a eu la chance de le faire avec Rachel et Élie, eh bien, très vite, on essaye voilà, de travailler ensemble, de faire converger nos chemins et nos intérêts, et surtout d'améliorer le signalement de nos collections, de sorte que les chercheurs d'aujourd'hui, mais aussi les générations à venir, puissent bénéficier voilà, du travail qui aura été
aura été mis en place et amélioré à un moment donné, sachant que voilà, c'est un travail qui doit être constamment euh, remis en chantier. Alors, vous voyez à l'écran, Sabrina l'a présenté tout à l'heure, les deux pièces maîtresses sur lesquelles cet inventaire dont on dispose aujourd'hui se sont fondés. Donc, l'inventaire en caractère tibétain dressé à Calcutta, que vous voyez à gauche de l'écran, et son pendant, euh, donc en français, reste, enfin, on est assez certain aujourd'hui qu'il est également de la main de Schilling Falkenstadt, avec peut-être quelques légers commentaires de l'adresse qui est venu enrichir cet inventaire. C'est la base, c'est ce qui a servi de base à notre catalogue. Le travail qu'a Ben, il veut plus jouer avec nous. Voilà, merci. Ah, c'est pardon. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. Voilà, donc on a voilà, le matériel de base. Vous l'avez à l'écran. On a pris la- le, le numéro 39, le manuscrit qui porte le numéro 39 dans l'inventaire de Cacta et à la bibliothèque de l'Institut, le manuscrit 3539. Et vous avez donc sous les yeux voilà, ce matériel de base qui a servi à l'inventaire. Donc, d'une part, toujours à gauche, en haut, donc l'inventaire de Cactia. À droite, sa traduction. En bas, imprimé l'inventaire de Jacques Bacot. Et le but du jeu a été d'obtenir ce qu'elle a fait de bonne grâce et très rapidement à la fois de Rachel et d'Élie, qu'ils fassent d'une part la transcription de l'inventaire manuscrit et de la même manière la transcription, enfin la translittération en fait, caractère latin des mêmes titres et une traduction donc, en sanskrit. Parfois, on avait également la traduction soit en français ou en anglais, de façon à ce que toutes les possibilités d'interrogation du catalogue soient réunies. Alors ça, je crois que Rachel doit le découvrir, c'est l'autre côté du miroir, hein, c'est ce que les chercheurs ne voient jamais, c'est un inventaire un inventaire de nos manuscrits en cours, ce que voit donc un catalogueur. Donc en fait, c'est de l'XML, hein. C'est un langage marqué, donc euh, on encapsule dans des balises qui ont chacune leur rôle, soit la cote, soit le titre, des éléments d'indexation, de façon à ce que, en mode d'interrogation experte, eh bien, quelle que soit la requête, le but de jeu est de donner le maximum de chances aux chercheurs de trouver le chemin du manuscrit qu'ils recherchent, ou parfois même d'avoir la surprise et de tomber sur un manuscrit dont ils ignoraient l'existence, simplement sur la base d'un catalogage, d'une indexation qui serait suffisamment pertinente. Donc ça, c'est ce que l'on ne voit pas. Vous voyez peut-être juste en haut, voilà, ces caractères qui m'ont beaucoup amusé de rentrer pour la première fois dans notre catalogue et dans notre caractère tibétain. Et voilà, beaucoup plus simple, heureusement, c'est fait pour votre usage, ce que voient les chercheurs. Donc, vous avez à gauche de l'écran voilà, une vue un peu partielle, un peu simplifiée de cet inventaire, hein, qui se présente un peu comme une sorte voilà, d'une commode ou d'un petit sommeiller dans lequel on aurait
la description de chacun des manuscrits avec les notices correspondantes. Et donc à droite, lorsqu'on ouvre l'une de ces notices, voici en détail voilà, encore une fois, essentiellement le travail de Rachel et d'Élie mis en forme, avec, lorsque ça a été possible, euh, pour moi, de pousser le plus loin possible l'indexation. Alors évidemment, voilà, la description matérielle du document, les différentes formes de titres, encore une fois, pour augmenter les réponses en cas de requête multiple. Et puis, lorsque ça a été possible, des éléments donc, d'indexation, soit pour la date, soit, et là, ça a été vraiment difficile pour moi, pour l'indexation des lieux de production, hein, puisqu'on avait certains exemples, certains voilà, exemplaires, soit imprimés, soit manuscrits, pour lesquels on avait le monastère dans lequel ils avaient été créés. Et donc j'ai eu à cœur, parfois avec tristesse, de voir que ces monastères n'existaient plus, mais de pouvoir les localiser le mieux possible voilà, dans cette ère de production qui est la Bourgatie, en fait, qui est très large, et qui m'a permis, voilà, personnellement, de découvrir voilà, une région qui m'était jusque-là tout à fait inconnue. Voilà pour cette partie voilà, de présentation du catalogage. Je rends la parole. Ah oui, alors rapidement, juste pour vous dire, donc après le don de 1835, la collection, donc, vous l'avez vu, hein, pratiquement personne ne s'y est vraiment intéressé. Jacques Bacot l'a un peu exhumé en publiant le catalogue, parce qu'il n'était pas publié, mais il l'a fait, je pense, sans avoir recours au livre, hein, puisqu'on a vu que beaucoup n'avaient pas été déballés. En 1930, donc Ligeti a fait la même chose pour les livres mongols. Et puis nous, donc l'année dernière, enfin en 2022, donc reprise complète de toutes les notices du fonds par Johan sur la base de tous les travaux, toutes les traductions, translittérations, transcriptions qui nous ont été fournies par Rachel et par Élie, et on est vraiment très, très reconnaissant parce que ça a été un beau travail, beaucoup d'heures de travail. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que le fonds n'était pas toujours dans un très bon état de conservation. Donc, on a fait faire par notre atelier de restauration un diagnostic complet de l'état et des préconisations sur tout ce qui restait à faire. Vous voyez là, en bas à droite, voilà, la part de ce qui doit être consolidé en interne, la part de ce qui va être restauré en externe, etc. On a achevé, en tout cas, le dépoussiérage, le récollement physique, c'est-à-dire on a vérifié que tous les livres étaient là, et le reconditionnement. Donc, on a fait un nouveau conditionnement pour chacun des ouvrages. Et le manuscrit 3573, celui que Rachel nous avait signalé et qui apparaissait comme quelque chose d'assez rare, puisque c'était un ouvrage de lexicographie, est parti à la restauration à l'INP, à l'Institut national du patrimoine, dans le cadre d'une convention. Voilà, donc ça, c'est l'évaluation des collections par notre atelier. Et ce qui nous reste à faire, c'est de faire un inventaire et un récollement scientifique cette fois-ci, c'est-à-dire comparer ce que nous avons avec le catalogue et affiner tout ça, voir exactement de quoi il s'agit, et puis identifier et dater les éditions, évaluer la valeur documentaire aussi de ce fonds, que nous ne pouvons pas évaluer facilement nous-mêmes. Et en fonction de ça, envisager une campagne de numérisation, soit ciblée, soit globale, et de mise en ligne. Et pendant tout ce temps-là, on essaiera de valoriser le fonds autant que possible. Et maintenant, je vais céder la parole à Arsène qui a eu un rôle très important pour nous aider à identifier ce fonds et surtout d'autres fonds. Voilà, donc, merci beaucoup. Alors, je
je vais prendre 10 petites minutes pour évoquer ça et on pourra peut-être élargir un peu dans les questions si ça intéresse. Donc l'idée là, c'est de prendre en fait de faire un petit pas de côté. Et donc, comme l'a dit Johan, la bibliothèque de l'Institut étant une bibliothèque à vocation universelle dans les savoirs, euh, eh bien, il y a en fait beaucoup plus que des documents tibétains en tant que documents orientaux ou extrêmes orientaux à la bibliothèque de l'Institut. Et effectivement, comme disait Johan aussi, le catalogueur doit être opportuniste. Euh, sur les chercheurs qui passent, ou en tout cas les gens intéressés qui passent, en fait, je pense que les chercheurs et les gens intéressés sont aussi opportunistes, et ça a été complètement mon cas. Donc, quand j'ai dû faire mon stage de deuxième année de l'école des Chartes, j'ai donc fait mon stage à la bibliothèque Mazarine dans un contexte un petit peu particulier qui était le contexte de rapprochement en fait de la bibliothèque Mazarine avec les bibliothèques de l'Institut de France. Donc, la bibliothèque de l'Institut de France, la bibliothèque Mazarine et la bibliothèque de la Fondation Dauntière. Et en fait, au cours de ce stage, j'ai été amené à essayer de dresser en fait un espèce de panorama des documents extrêmes orientaux qui étaient conservés dans les collections. Et au cours de ce panorama, euh, on n'a pas découvert, mais en fait, on a remis un peu la main sur d'autres documents en tibétain qui sont d'une importance complètement mineure, mais qui peuvent peut-être vous intéresser. Et en fait, ça concerne essentiellement deux côtes. Donc, la première côte est liée à un don de Jean-François Boissonnade de Fontarabie, qui n'était pas du tout tibétologue. Il était latiniste et helléniste. Et pour une raison un petit peu obscure, les papiers, donc la collection de Jean-François Boissonnade a été donnée par un de ses amis, qui était aussi latiniste et helléniste, qui s'appelle Schaeffer. Euh, et à l'intérieur de sa collection, il y a quelques fragments, en fait, en tibétain ou en sanskrit. Il y en a aussi en chinois. Et on n'a pas forcément énormément d'informations sur ces fragments, si ce n'est qu'ils portent l'estampille en fait, du dépôt des cartes de la marine, ce qui a permis au catalogueur antérieur d'écrire qu'ils viennent du dépôt des cartes de la marine, mais on ne sait pas comment ils sont tombés dans les mains de Boissonnade. Et il y avait en fait avec chaque petit fragment, donc ce que j'ai entouré en rouge, des petites annotations sur la teneur du fragment en question. Alors souvent, c'est alors bien sûr, on n'a absolument pas pu les faire vérifier, mais si on y croit de bonne grâce, c'est souvent des informations qui sont assez larges. Donc ça va être par exemple le fragment sur le bouddhisme. Donc ce qui en fait, je pense, il ne prend pas énormément de risques en écrivant ça. Euh, donc voilà, c'est en fait la première cote qu'on peut relever, et qui en fait c'est quasiment l'intégralité sur la photo. Donc il y a 6 ou 7, il y a 10 pièces qui mélangent aussi du sanskrit et qui vient en fait après des pièces en chinois avant des pièces en russe, je crois. Donc en fait c'est un espèce de méli-mélo de papier qu'avait collecté Jean-François Bossane, qui n'était donc pas tibétologue et qui ont été donnés par son ami. Alors ce qui est assez amusant, c'est que son ami étant Schaeffer étant allemand et Boissonnade étant français, ils ne pouvaient pas se parler autrement qu'en latin. En fait, leur correspondance est entièrement en latin. Il y a quelques lettres dans la collection de la bibliothèque de l'Institut. La deuxième cote, assez rapidement, est liée en fait au don des documents de Jules Moll. Jules Moll était orientaliste, iranologue. Il avait aussi une très bonne connaissance du chinois. Donc en fait, il était aussi sinologue. Il est né en 1800 et il est décédé en 1876. Et là, pour le coup, le parcours des documents qui ont été donnés est plus classique, puisqu'en fait, il était académicien.
Et donc, comme souvent, après la mort des académiciens, leurs papiers sont donnés par la famille. Donc, en l'occurrence, le don date de 1883. Et donc, vous voyez que, alors, je n'ai pas fait une erreur. L'image, je n'ai pas retourné exprès. En fait, c'est simplement le catalogueur qui l'a collé à l'envers, ne connaissant pas les langues. Donc, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, en fait, quand on a ce genre de document. En fait, le document a été collé a posteriori pour le relier en volume. Et il a collé donc la feuille à l'envers. Et donc sur cette cote-là, est encore plus mineure que la cote de Boissonnade, c'est-à-dire que en fait, Jules Moll a donné sa correspondance et les catalogueurs de l'époque, ne connaissant pas les langues tibétaines, chinoises, en l'occurrence, donc il y avait beaucoup de persans parce qu'il était iranologue, a regroupé tout ce qu'il n'arrivait pas à lire et l'ont mis à la toute fin de sa correspondance. Donc là, on a pareil, en fait, un espèce de méli-mélo de documents qu'il a reçus, on sait qu'il les a reçus, mais on ne sait pas forcément le contexte. Alors, il y a des petites notations. Donc là, à gauche, il y a écrit que en fait, on va dire, c'est une épreuve d'un ouvrage en tibétain sur les règles orthographiques de la langue. Donc, visiblement, il aurait reçu 1 ou 2 pages, euh, voilà, donc pour des raisons. Et à droite, on a un dictionnaire euh, en 5 langues. Donc, on voit le chinois, le mandchou, le tibétain. Et bon, je ne veux pas m'avancer sur le reste. Moi, je suis surtout sinisant. Et donc là, on est sur la page de, si j'en crois les caractères, sur les membres du corps humain. Donc, concrètement, ça représente en fait seulement ces 2 ou 3 documents-là qui sont en fait des épreuves typographiques ou des épreuves d'impression, des essais d'imprimerie, etc. Puisqu'en fait, sur 1 ou 2 autres documents, il y a une annotation qui dit qu'on pourrait, par exemple, demander à l'imprimeur de rajouter une ligne ou des choses comme ça. Euh, Donc voilà, ce qu'on sait de Jules Moll, c'est qu'il avait quand même un intérêt sur le Tibet, parce que le catalogue de sa bibliothèque a été publié avant qu'elle soit éclatée dans une vente aux enchères, et il avait quand même pas mal d'ouvrages sur le Tibet, mais il était aussi pas du tout tibétologue. Donc concrètement, ça c'est un petit peu ce qu'il y a de tibétain en plus. Donc vous voyez que c'est très restreint et c'est surtout par curiosité. En fait, ces documents ont été découverts, enfin pas découverts comme je le disais, parce qu'ils ont quand même été catalogués. Alors sans doute est-ce en fait un rétrocatalogage ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on a plutôt mis la main dessus dans ce projet plus large qui était l'espèce de cartographie des fonds extrême-orientaux et entre autres chinois, ou en tout cas de la sinosphère, puisque c'était en fait la langue, alors qu'à l'époque je ne maîtrisais pas, mais au moins je pouvais en faire le catalogue ou lire les titres ou comprendre de quoi il s'agissait. Euh, et, euh, et donc ça s'est achevé sur une espèce de cartographie qui recensait environ 200 cotes qui traitait de langues dites extrême-orientales. Donc, alors, ça, en fait, laissait place à une multitude de choix arbitraires sur quelle langue on prend, etc. Et sur cette cartographie des 200 cotes, l'autre moitié de mon travail a été de recataloguer, ou en tout cas d'aider à recataloguer ce qui avait été fait au sein de la sinosphère, donc sur lesquels on pouvait améliorer le catalogage, corriger certaines erreurs factuelles, ou par exemple aider sur la normalisation des noms pour l'indexation. Donc, donc voilà, je pense que je vais sans doute peut-être m'arrêter là et si ça intéresse plus d'en savoir sur ce nouveau recatalogage des fonds extrême-orientaux, parce que ça peut être aussi intéressant d'élargir, puisqu'en fait, la Bibliothèque de l'Institut de France qui est arrivée au fonds Chine von Cannstatt, on peut, en fait, il y aurait matière à le faire sur une multitude d'autres langues, sur tout ce qui est en arabe, en persan, en sanskrit, il y a énormément de choses. Euh, donc voilà, il y a quand même du lien avec ce qui a été dit avant. Et, souvent, j'imagine que les tibétologues ont aussi des intérêts qui dépassent un petit peu la zone du Tibet. Donc c'est avec plaisir qu'on peut élargir la discussion là-dessus ou revenir avec aussi grand plaisir sur le fond von Kallstadt.